Monsieur Pascal Cherki, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais je suis un supporter du Paris Saint-Germain et cette équipe est remontée grâce à l'argent des Qatariens, des Qataris, voilà. Mais j'étais supporter du Paris Saint-Germain avant que les Qataris arrivent et je le serai après qu'ils partent, parce qu'ils partiront un jour. Non, c'était un petit clin d'œil. Non, moi, d'abord, je voulais vous remercier de cette invitation et je pense qu'en effet, ce débat est bienvenu, tant finalement les relations de la République, ou je dirais même plutôt de la classe politique avec l'islam, sont un des grands refoulés qui remontent et qui font qu'on raconte beaucoup de choses, à mon avis, fausses, je dirais même dangereuses et blessantes par rapport à des individus qu'on met dans une injonction contradictoire. C'est qu'à la fois on leur demande toujours des preuves de républicanisme supérieures à celles qu'on demande à d'autres compatriotes, et en même temps on n'arrête pas de les assigner dans une identité communautaire alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas demandé. Bon. Donc, et on le fait parce que, et ce sera mon premier propos, finalement on a évacué la première des questions centrales dans le débat politique, qui est la question sociale. Le vrai problème que nous avons, auquel nous sommes confrontés dans ce pays, ce n'est pas la question de l'islam, et je vais y revenir, il y a des choses à faire, c'est la question des inégalités sociales. Qu'il y ait une montée du radicalisme religieux, c'est une réalité, mais la première chose qui mine la cohésion nationale, c'est 6 millions de chômeurs, ou quand on compte toutes les catégories de chômeurs. La première chose qui mine la communauté nationale, c'est le sentiment que nous avons une République qui est en décalage entre ses idéaux et ses faits. L'idéal républicain, c'est l'égalité. Or, quelle est l'égalité quand vous êtes beaucoup mieux traité, quand vous vivez dans le centre-ville des grandes agglomérations? Je suis un député du 14e et 6e arrondissement. Je vois tout ce qui reste à faire, mais je vois toutes les possibilités que nous avons par rapport à des hommes et des femmes, citoyens de la République française, qui vivent dans des banlieues, dans des zones rurales ou dans des zones périurbaines, et où la question de l'égalité d'accès aux services publics ne veut pas dire la même chose que quand on vit dans les beaux quartiers des centres-villes des grandes villes. Bon, ou le rapport au chômage, le rapport à la sécurité, à toutes ces questions-là. Donc, ce n'est pas la question fondamentale, ce n'est pas la crise de l'islam, c'est d'abord la crise de la République, dans sa promesse inachevée d'égalité. Bon. Je le dis pourquoi? Parce que quand vous êtes aujourd'hui noir, ce qui pour moi n'est pas une identité, c'est une apparence, ou vous avez une gueule d'arabe et vous avez 7 fois plus de chances de vous faire contrôler par la police que quand vous êtes, comme moi, d'apparence blanche, au bout d'un moment, ça provoque un ressentiment et ça provoque aussi, je dirais, un désenchantement par rapport à la promesse républicaine. Donc la responsabilité des dirigeants politiques, c'est d'abord et avant tout de se battre pour l'égalité. Ça, c'est la première chose, l'égalité. La deuxième, c'est d'assumer le fait, et ça nous ne l'assumons pas, que l'islam est la deuxième religion de France. Et donc, il n'y a pas de passage transitoire de l'islam en France. L'islam est aujourd'hui la deuxième religion de France, et nos compatriotes qui sont aussi, à côté de beaucoup d'autres choses, musulmans, ben, ils ont autant de droits et autant de devoirs que les autres. Et d'ailleurs, quand on regarde les études qui sont faites sur la pratique religieuse en France, on se rend compte de quoi? Que finalement, l'intensité de pratique religieuse, globalement, elle est à peu près identique entre les grandes confessions monothéistes. Et que vous pouvez avoir, je dirais, une pratique religieuse intense, ultra-minoritaire, une pratique religieuse occasionnelle qui relève tant de ce qui peut être de l'ordre de la transmission de valeurs culturelles, autres, bon, tout à fait compatible avec le fait de se sentir pleinement citoyen de la République, qui est large. Bon. Et qu'on voit bien que la fréquentation des mosquées, elle est aussi importante que la fréquentation des églises. Elle est intense dans certains moments. Et elle est beaucoup plus relative dans d'autres. Et on a tous, autour de nous, des amis, des compatriotes, ou musulmans, et qui font le ramadan, autant, je dirais, par transmission familiale, que certains juifs peuvent faire Yom Kippour une fois dans l'année, ou certains chrétiens fêter Noël. Et si on a le sentiment d'avoir beaucoup de monde dans les mosquées, parfois, c'est parce qu'il y a moins de mosquées au regard du nombre total de musulmans qu'il y a d'églises au regard du nombre total de catholiques, ou de synagogues au regard du nombre total de juifs. Donc il faut revenir à ces fondamentaux. Parce que la manière dont on aborde la question peut nous amener, si on rentre avec des prémices qui sont faussées, à des conclusions qui sont dangereuses.
À partir du moment où je dis cela, et à partir du moment où on accepte, la présence du fait musulman en France comme une présence pérenne, deuxièmement, comme une religion qui s'est sécularisée, et moi je refuse les discours qui consistent à dire que l'islam de France ne serait pas sécularisé, alors c'est une sécularisation qui est inachevée, mais comme toutes les religions d'ailleurs. Et on oublie les efforts importants qu'il a fallu, dans le cas d'une république naissante, pour amener à la sécularisation du catholicisme, en tant qu'institution religieuse. Donc dans une sécularisation qui est en cours, voilà, avec le fait qu'il y a un certain nombre d'actions que la République peut avoir, à plusieurs niveaux. Bon. D'abord, la première, c'est que la République doit comprendre de quoi elle parle et avec qui elle parle. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur, quand vous disiez que, et ça m'inquiète, il y a une perte de substance, de connaissance de ce qu'est aujourd'hui la pluralité de la culture musulmane, de ses sensibilités. Il y a autant de diversité dans l'islam qu'il peut y en avoir dans le catholicisme, voire dans le judaïsme. Et que donc, il faut éviter les amalgames. Bon. Deuxième élément, il ne faut pas confondre ce qui est de l'ordre du religieux et de l'ordre de la politique avec l'instrumentalisation du fait religieux dans un combat politique. Et puis, il faut aussi, à un moment donné, se donner les moyens aux musulmans, de pouvoir normaliser et banaliser la présence dans le territoire de la République. Je vais vous prendre un exemple. Je discutais dernièrement, j'ai une longue discussion avec M. Djelil Sedouki, qui est le directeur de l'Institut Al-Ghazali. Je voulais discuter avec lui pour essayer de comprendre comment la mosquée de Paris, qui est une des institutions de l'islam français, pas la seule, travaillait notamment sur une question importante qui était la question de la formation de ses imams. Puisque c'est un débat sempiternel qui revient dans le débat public. Comment on fait pour former des imams? Nous ne sommes pas satisfaits quand nous avons des imams qui ne parlent pas français, sont allés faire l'essentiel de leur formation religieuse, principalement en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays du Golfe, reçoivent une formation théologique wahhabite, ultra rigoriste, et reviennent en France pour certains d'entre eux et diffusent cette pratique qui est une des pratiques de l'islam, mais pas la seule, et pas celle qu'on aspire à diffuser. Et il me faisait cette remarque qui était assez juste, il disait, bon ben, il faut que des institutions comme la mosquée de Paris puissent le faire, pas la seule mais d'autres. Et il disait, nous, la réflexion qu'on a eue, c'est qu'on pense que, bon, ce qui est de l'ordre du culte ou du dogme nous regarde nous, par contre, notre responsabilité, c'est de faire comprendre aux imams que nous formons qu'ils sont imams en France, et donc ce qu'ils doivent faire doit être compatible avec les valeurs de la République. Donc nous avons passé une convention avec le HESS et avec l'université Jean Monnet de Paris Sud pour former nos imams et qu'ils aient, avant d'avoir l'habilitation à l'imama, d'avoir subi, alors il disait par exemple d'avoir suivi un diplôme universitaire République et religion fait avec des universitaires. Et il nous disait, je trouvais ça assez intéressant, que c'était ça l'effort que devaient encourager les pouvoirs publics, c'est-à-dire amener les institutions à pouvoir à un moment donné créer les conditions d'une compatibilité profonde entre la pratique religieuse par les ministres du culte et la connaissance de ce que sont les institutions de la République française et des traditions républicaines dans notre pays. Bon. Je prends cet exemple, comme il y en a d'autres, pour vous dire que dans cette affaire-là, c'est un processus de construction qu'on doit avoir dans le dialogue et qu'on pourra faire d'autant plus facilement que nous ne serons pas toujours dans l'hystérisation de l'approche des discussions, nous ne serons pas toujours dans la stigmatisation, et que la responsabilité des institutions, c'est de le faire. Alors je sais que ce gouvernement a commencé à le faire, c'est un dialogue qui n'est pas facile, qui est complexe, mais il faut aller dans cette voie-là et appréhender l'islam en France de manière banale, et j'étais très sensible à ce que disait le Père Delorme, comme les autres religions. Voilà. Il faut avoir le même niveau d'exigence, ni plus ni moins, mais par contre se donner les moyens de le faire, parce que l'insertion de la religion catholique, je parle là de son appareil religieux, est un fait qui a pris plusieurs siècles, bon, qui a connu des hauts et des bas. On ne va pas revenir sur le conflit du gallicanisme, mais les institutions politiques ont été confrontées à des problèmes beaucoup plus délicats avec la religion catholique qu'ils ne le sont aujourd'hui avec la religion musulmane, quand il y a eu la querelle avec le pape pour savoir qui nommait les évêques et le compromis qui a été trouvé. Quand la République a émergé et qu'il y a eu le débat où on décidait de demander aux curés de prêter serment, bon, etc. On ne va pas refaire tous ces débats, on les connaît. Et finalement, nous avons trouvé progressivement un compromis qui nous a permis de fonctionner. Bon. Je dis cela parce que ça me renvoie au débat. Nous, notre position sur la laïcité, elle est simple. C'est la loi de 1905, avec la loi de 1905, toute la loi de 1905. Et de rappeler, comme vous l'avez dit à juste titre, que la loi de 1905 n'est pas une loi contre les religions. C'est une loi qui dit une chose assez simple.
dans notre République, l'État est laïque, les institutions sont laïques, les individus, c'est autre chose. Et que donc, l'État ne salarie ni ne reconnaît aucun culte, mais en même temps, elle protège la liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc la question qui est posée à partir de cette question-là, et ça a été un bien commun. Bon, après, avec une question qui n'est pas facile à régler pour nous, c'est qu'il y a un décalage aujourd'hui, et je n'ai pas la réponse concrète, je suis dans l'interrogation, entre, comment dirais-je, le nombre de musulmans et leur lieu de culte. Nous, on a été confrontés à ça, moi je suis élu parisien. On n'a pas été d'accord pour que des gens pris dans la rue. C'est indigne, on n'accepte pas ça, et en même temps, ça pose des problèmes de coexistence avec des personnes qui ne sont pas croyantes et qui se disent que c'est que cette affaire. Bon. Et en même temps, on se heurte, dès qu'on veut pouvoir donner un débouché légitime à la revendication de pouvoir permettre l'émergence du lieu de culte musulman, il en faut aussi dans la République, bien sûr, bon, à la difficulté de la loi 1905, qui est que nous n'avons pas le droit d'investir, de mettre de l'argent public dans des lieux de culte. Alors on biaise, on va être honnête entre nous, on biaise. C'est ce qu'on a fait avec l'Institut des cultures de l'islam, où on a fait un institut culturel, et en même temps on savait très bien que dans un découpage juridique tel qu'il était, on allait aussi d'une certaine manière indirectement permettre le financement d'une salle de prière. Bon. Et pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est que l'islam est une religion plus récente en France, et qui s'est inscrite dans un appareil juridique qui était déjà constitué, et qui disait que, bon ben voilà, dorénavant les cultes devaient financer eux-mêmes la construction de leurs monuments. On oublie de dire au passage que l'État a récupéré dans son domaine patrimonial tous les lieux de culte avant 1905, notamment les lieux de culte catholiques, et qu'on voit quand même la contribution financière que ça représente à l'entretien des églises. Nous, on voit à Paris, au nom du patrimoine, nous refaisons ou nous réhabilitons une partie de l'église Saint-Sulpice, on en a pour plus de 100 millions d'euros. Alors certes, c'est une façade patrimoniale, mais c'est aussi un lieu de culte. Donc là, il y a aussi des hypocrisies qui sont peut-être le produit de la situation juridique bancale, qu'il est compliqué de faire bouger. Mais si on veut aussi qu'un islam de France se déploie sans pression de tutelle étrangère, il faut aussi qu'il ait les moyens de se déployer. Donc c'est bien de pointer les problèmes, c'est mieux d'amener des solutions. Je dis ça sans donner le sentiment d'un propos décousu, il faut refroidir les objets. Je prends l'exemple des menus. Moi j'ai été maire d'arrondissement, du 14e arrondissement, je ne le suis plus, je suis maintenant député de la 11e circonscription. Bon. Comme maire d'un arrondissement, j'avais la responsabilité de présider la caisse des écoles. Nous nourrissons par jour 7000 personnes, 7000 enfants dans nos écoles publiques. Bon. Qu'est-ce qu'on faisait, nous? On servait du porc, des fois, dans les menus. Il est hors de question de ne pas servir du porc. Mais le jour où on servait du porc, on donnait une autre viande. De la dinde, de la volaille, ce qu'on veut. Bon. Et on discutait, moi j'ai été plusieurs fois confronté à des revendications de famille. Ça existe. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une partie des personnes qui se recomposent une identité que nous on appelle de consolation, peu importe, où la question de suivre des prescriptions, un certain nombre de prescriptions religieuses, telles qu'elles pensent qu'elles sont importantes, devient pour elles un impératif de vie. Bon, c'est une réalité, c'était moins le cas avant. Et donc, ils venaient me voir, quelques familles juives, principalement musulmanes, me dire, mais monsieur le maire, en gros, pourquoi on ne peut pas avoir des repas halal? Mais on a eu le débat il y a quelques années avec quelques familles sur des repas cachers. Bon. Moi, quelle était la réponse que je leur faisais? Je leur disais, écoutez, la République, elle doit faire des compromis viables. Et je vais vous dire comment ça marche. Nous, on sert du poisson dans les écoles, parce que les diététiciens nous disent que manger du poisson une fois par semaine, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On le met le vendredi, la plupart du temps. Pourquoi? On pourrait le mettre le lundi, on pourrait le mettre le jeudi, on pourrait le mettre le mercredi. Pourquoi on le met le vendredi? Parce qu'on sait qu'il y a une partie des personnes qui pensent que, dans les préceptes de vie, voilà, leurs parents le font, ils demandent à leurs enfants de le faire, c'est de manger du poisson le vendredi, c'est de manger, je crois, maigre le vendredi, enfin voilà. Bon, eh bien on peut faire d'une pierre deux coups. Il faut manger du poisson une fois par semaine, on le met le vendredi, ça permet de contenter tout le monde, ça ne pose pas de problème. Eh bien on fait pareil avec le porc. Moi, je peux, quand je fais un repas avec du porc, servir une autre viande parce que je n'ai pas envie d'empêcher à des enfants de manger de la viande ce jour-là. Ça, je sais faire, c'est un compromis que je peux faire, c'est une manière de reconnaître une partie je dirais, des prescriptions symboliques d'une religion. Ça n'est pas incompatible avec la République. Pour moi, le plus important, du point de vue de l'école publique, c'est que les programmes soient laïques et que les instituteurs soient laïques. Voilà. Je ne transige pas sur les programmes.
Je ne transige pas sur le comportement des enseignants. Après, pour le reste, est-ce qu'on peut faire des compromis ou pas, s'ils ne remettent pas en cause les fondamentaux de la laïcité? Oui. Par contre, je ne sais pas faire des repas cachers, halal ou autres, pour tout le monde. Je ne sais pas, voilà. Et c'est donc à vous de vous adapter au service public, et pas au service public de s'adapter à vous. Nous faisons un pas vers vous, nous reconnaissons symboliquement les choses, et après, c'est à vous de choisir. Et moi, je le disais très tranquillement aux familles, si vous pensez que le plus important pour vous, c'est d'abord que vos enfants suivent une éducation religieuse substantielle pendant toute leur enfance et après, eh bien, vous mettez vos enfants dans des écoles religieuses. Voilà. Il y a des écoles religieuses catholiques, il y a des écoles religieuses juives, certaines sont sous contrat, d'autres sont hors contrat. Vous le faites. Mais vous ne pouvez pas demander à l'institution républicaine de reconnaître spécifiquement chacune des singularités parce qu'elle ne sait pas faire, au-delà même des débats philosophiques. Et nous étions dans un dialogue, moi je ne reculais pas sur mes positions, mais nous étions dans un dialogue où nous reconnaissions la légitimité d'un questionnement pour essayer d'aboutir à des solutions de compromis qui ne remettent pas en cause le fonctionnement de l'institution républicaine. Et je pense que c'est important de le faire, et c'est ça que j'appelle refroidir l'objet. Et bien faire attention à ce de quoi on parle. Faire ça n'empêche pas d'être extrêmement ferme par rapport à des tentatives de remise en cause, je dirais, de l'idéal républicain par des groupes qui sont des groupes politiques, qui ont une stratégie politique. Et il faut les combattre, comme on a combattu d'autres groupes politiques par le passé, qu'ils soient adossés à des conceptions religieuses ou pas. Mais pour moi, c'est une question différente que la place de l'islam en France, la banalisation de cet islam en France, le fait qu'on a le droit de croire ou pas croire, que le fait d'être musulman n'est pas une assignation, qu'on peut être musulman de plein de façons différentes, et que ça ne définit pas une personne le fait d'être ou non pratiquant régulier ou pas d'une religion. Et que la République, c'est aussi ce qu'on essaie de construire en commun. Bon. Donc tout ça, on peut le faire. Bon. Et après, il faut combattre très fermement les groupes politiques ou politico-religieux qui, à travers la manière de tester la République, la combattent son idéal, combattent ces questions. Bon, il faut être ferme. Bon. Mais il faut être ferme dans le cadre des lois de la République. Dans le cadre des lois de la République. Pas dans le cadre de lois d'exception qu'on appliquerait spécifiquement à des groupes issus de la mouvance radicale religieuse musulmane. Je ne suis pas pour les lois d'exception. Et l'appareil législatif que nous avons aujourd'hui réglementaire nous permet de le faire sans que nous ayons des lois d'exception. Je terminerai par les questions géopolitiques. Je sais qu'aujourd'hui, il est de mode de dénoncer fermement les liens qu'on qualifie de troubles parfois avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, un certain nombre de puissances. Moi, j'ai une version plus nuancée des choses. Voilà. Je pense que l'erreur principale de la France, de mon pays, c'est d'avoir abandonné ce qu'était la définition d'une politique arabe structurée et construite. C'est-à-dire que, en fait, la France ne doit pas choisir un camp. Quels doivent être les objectifs et les buts de la politique de la France au Moyen-Orient? C'est de viser à la stabilité de cette zone et à sa démocratisation. Et je crois qu'il n'y a pas d'avenir durable et pacifique dans cette zone si la France prend parti pour un camp contre un autre. Nous devons à la fois avoir des relations approfondies avec l'Arabie Saoudite, en accompagnant aussi, tant que faire se peut, l'Arabie Saoudite dans des évolutions qui sont nécessaires, mais nous n'avons pas un intérêt à l'affaiblissement durable et pérenne du royaume saoudien, à son écroulement. Voilà. Nous avons intérêt aussi à un dialogue construit avec l'Iran et ne pas rentrer dans un débat, dans une vision du Proche-Orient qui serait un conflit entre sunnites et chiites. Je ne crois pas à ça. Il y a d'abord et avant tout des intérêts de puissance et que nous devons, nous, travailler à faire en sorte que chaque acteur sur le terrain se comporte de manière responsable. Voilà. Et il faut, autant il était irresponsable de penser que nous pouvions durablement avoir une stratégie politique qui vise à l'encerclement de la République islamique iranienne et à son acculement, qui d'ailleurs, d'une certaine manière, n'est pas arrivé, parce que le paradoxe de cette affaire, quand on regarde les choses, c'est celles et ceux qui étaient les plus déterminés à le faire, en fait, sont arrivés au résultat inverse. Les Américains ont construit pendant 15 ans une stratégie d'endiguement. Ils ont même mis l'Iran dans l'axe du mal, et par leur intervention en Afghanistan et leur intervention en Irak, ils ont éliminé les deux ennemis stratégiques aux frontières de l'Iran, qui étaient les talibans d'un côté pour l'instant, et de l'autre le régime de Saddam Hussein. Et ils ont eux-mêmes donné les mains libres à l'Iran
pour redevenir un acteur stratégique. Bon, les Iraniens ne leur avaient rien demandé. Les Américains l'ont fait tout en racontant le contraire. Bon, je referme la parenthèse là-dessus, mais je veux dire par là que notre objectif, maintenant, c'est peut-être l'insertion de l'Iran dans l'espace régional, le fait de dire que sa stratégie ne doit pas être une stratégie d'affrontement avec l'Arabie Saoudite, et doit être une stratégie de puissance responsable. Et que l'Iran a un rôle à jouer comme facteur de paix, à partir du moment où ses intérêts stratégiques ne sont pas menacés. De même pour l'Arabie Saoudite, on peut avoir des relations structurées avec l'Arabie Saoudite, sur tous les plans, et leur dire qu'ils sont partis dans une impasse au Yémen, que par rapport au Bahreïn, ils ne régleront pas durablement la question en opprimant une minorité, une majorité chiite d'un pays, et qu'il faut trouver des solutions. De même que nous n'avons pas un intérêt à la déstabilisation de l'Égypte. Et que ne pas avoir un intérêt à la déstabilisation de l'Égypte ne veut pas dire que nous soyons d'accord avec le fait qu'ils aient renversé un processus électoral. Parce que les frères musulmans en Égypte étaient arrivés au pouvoir par les urnes. Bon. De même... Quoi ? Certes, monsieur, mais une majorité de gens ont voté pour eux. Bon, ont voté par les urnes. Bon, et que nous ne pouvons pas approuver des stratégies de coup d'État. Et donc, la question de la démocratisation de la société égyptienne, elle est posée. Elle ne se fera peut-être pas forcément en 15 jours, en 2 mois, en 3 mois, mais qu'il y a des tensions qui sont maintenues et que le fait d'avoir un pouvoir militaire fort n'est pas une solution non plus pérenne dans ce pays. À terme, on peut avoir cette discussion avec eux sans pour autant considérer que nous allons rompre tout lien avec l'Égypte. De même que le conflit israélo-palestinien, il faut aussi que la France retrouve une position équilibrée. C'est pour ça que le candidat que je soutiens à l'élection présidentielle a dit que s'il était président de la République, ce qui a au vu des sondages, mais ce ne sont que des sondages, moins de chances d'arriver ce coup-ci, la première chose qu'il ferait, c'est qu'il reconnaîtrait unilatéralement l'État palestinien, l'État de Palestine. Pourquoi? Non pas parce qu'il s'agit à un moment donné d'être contre Israël, mais parce que nous sommes dans un conflit asymétrique, et donc c'est le fort qui doit faire un pas envers le faible. Comme aujourd'hui, le gouvernement israélien refuse toute avancée vers un processus de paix, ben pour aider à rétablir le rapport de force pour aboutir à un compromis, ben nous reconnaîtrons l'État de Palestine. Bon. Donc c'est ça que je pense, moi, être une politique équilibrée de la France au Proche et au Moyen-Orient, c'est d'être un acteur qui vise finalement à quoi? À dire qu'il n'y a pas de solution durable dans cette région, et je ne parle pas des enjeux économiques sous-jacents ou des enjeux de démocratisation, parce que un des événements, j'en terminerai par là, c'est l'irruption quand même des sociétés civiles et des revendications démocratiques d'une partie des sociétés civiles, notamment des jeunesses dans ces pays-là, qui est une bonne chose, mais qu'il n'y aura pas de solution durable et pérenne s'il n'y a pas un projet de stratégie globale dans cette zone qui fasse qu'à un moment donné, chaque puissance, chaque acteur régional important n'ait pas le sentiment de voir ses intérêts fondamentaux menacés. Sinon, ils bâtiront des stratégies qui auront des effets déstabilisateurs sur la zone pour eux-mêmes se redonner des marges de manœuvre. Voilà. Donc c'est ça, moi, l'évolution que j'appelle de nos voeux. Donc je ne suis pas pour qu'on passe d'une politique exclusivement alignée sur les pays du Golfe à une politique qui serait demain exclusivement alignée sur l'Iran, qui provoquerait les mêmes difficultés que celle qu'a connue cette politique, et que donc que la France, en reprenant une position plus équilibrée, puisse être un acteur plus écouté et plus crédible de l'ensemble des populations et des gouvernements de la zone. Merci.